Bonjour à tous les habitués des conférences Regard. Je suis actuellement au lycée Jacques Amiot, où j'interviens depuis une bonne quinzaine d'années auprès du lycée, auprès des classes prépa également. Et le proviseur, M. Djimadoun, a accepté qu'on filme la conférence. Donc voilà, c'est une première, on va essayer. Je voulais remercier aussi la documentaliste Sonia Boulana qui nous a facilité la tâche, et merci aux élèves d'accepter ce qui est un peu différent de d'habitude, ce qui fait que je n'ai pas véritablement adapté la conférence à votre propos. D'habitude, je change un certain nombre de choses. Là, j'ai essayé de faire quelque chose, un mix général. Voilà l'idée. Alors, on va parler donc d'Aubrey Beardsley. Je vous donne juste ces dates. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça commence mal. C'est pas grave. Je vous donne juste ces dates. Il est né en 1872 et il est mort en 1898. Donc si vous comptez bien, il n'avait pas 26 ans quand il est décédé. Ça, c'est capital en fait de comprendre ça, parce qu'il sait qu'il va mourir très jeune. Alors, ce Beardsley, j'ai une petite phrase de Jacques-Émile Blanche. Beardsley n'était attiré dans la vie que par ce qu'elle a d'excitant, de brillant, de rare, et par le grotesque, le monstrueux, le comique. Ça va être exactement ça, c'est ce que l'on va retrouver pendant tout le discours. Et si je vous parle d'Aubrey Beardsley, c'est parce qu'il y a une exposition au musée d'Orsay, enfin il devrait y avoir une exposition au musée d'Orsay, et qui se termine le 10, donc autant dire que vous ne la verrez pas, je ne l'ai malheureusement pas vue non plus, mais c'est comme ça, elle a bénéficié d'une quinzaine de jours de fenêtres de vision, et elle n'est pas la seule. Ce Beardsley, il est assez peu connu en France. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissaient déjà. Il est assez peu connu en France. Par contre, il est très connu en Angleterre. C'est la première rétrospective que nous avons en France. Et on le considère vraiment comme une étoile filante dans le monde artistique britannique. En moins de 6 ans, donc, il est arrivé à donner une œuvre prolifique, une œuvre très singulière, avec des expressions multiples, expressions stylistiques multiples, mais toujours en noir et blanc. Et malgré toutes ces différences qu'on peut voir à travers son œuvre, ce que je vais m'attacher à vous montrer, malgré toutes ces différences, on va s'apercevoir qu'il y a le style Beardsley qui est vraiment important. Donc une œuvre singulière, un artiste virtuose, un dandy sulfureux, un esprit vif, un esprit très moderne, assez sarcastique et complètement anticonformiste. On va avoir des dessins, pardon, ça y est, c'est parti, je vais sortir l'eau. On va avoir des dessins très élégants, et on va se retrouver dans une ambiance assez étrange, une ambiance sulfureuse et parfois érotique. On abordera aussi rapidement cette notion. Disons qu'il y a un mot, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui est rentré, il y a un mot qui le caractérise, c'est le décadentisme. Donc ça va nous forcer à définir un peu ce décadentisme, cet esprit décadent qui est florissant dans toute l'Europe, et en particulier à Londres, dans cette Londres des années 90, où il y a un véritable rejet de la bonne société victorienne, au point d'ailleurs qu'un critique de l'époque, qui s'appelle Max Beerbohm, qualifie les années de 1890 à Londres de Beardsley période. Donc vous voyez l'importance de ce personnage quand même, d'entrée de jeu. Alors l'exposition, j'en ai vu quelques images. Donc voilà un exemple. Cette exposition est inscrite sur des murs de fond colorés
qui ont une valeur symbolique, parce qu'on est aussi dans le courant du symbolisme à cette époque. Donc valeur symbolique, et en particulier l'orangé est décrit comme la couleur décadente par excellence. On retrouve cette notion chez Huysmans dans À rebours. Je ne sais pas si vous avez lu Huysmans, vous avez lu À rebours de Huysmans, mais c'est vraiment, je crois, enfin je ne sais pas, Delphine me confirmera, mais je crois que c'est un des livres à lire pour comprendre cet esprit décadent et cet esprit symboliste. C'est un vrai régal. Donc on va commencer par voir un petit peu les influences de Beardsley. On va essayer de comprendre un peu cette capacité qu'il a de passer d'un style à l'autre, et puis les grandes commandes, et en particulier à travers les commandes, son action sur la presse artistique londonienne. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait de lui, il est né à Brighton, il est né en 1872, ça je vous l'ai dit, sa famille est assez modeste, son père on change de métier, c'est sa mère surtout qui fait bouillir la marmite grâce à des leçons de piano. Donc voilà, et ce qu'il y a d'essentiel, c'est ce que je vous disais d'entrée de jeu, ce qu'il y a d'essentiel, c'est la maladie qu'on lui décèle alors qu'il a 7 ans, il est tuberculeux. C'est essentiel parce que ça va nous permettre de comprendre cette soif de ne pas perdre de temps pour exister. À une époque où, par exemple, les adolescents traînent en longueur, ben lui, au contraire, il va accélérer à fond. Je vous le rappelle, il meurt à 25 ans. Alors, il se trouve en plus dans les données de départ qu'il a des prédispositions manifestes pour le dessin, puisque on sait qu'à 11 ans, il vend, par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, il vend des cartes ou des menus qu'il confectionne. Donc il y a déjà une capacité. Il est remarqué aussi au lycée pour ses caricatures. Ici, un professeur qui le caricature vers 1890. Mais à ce moment-là, il est paradoxalement plutôt attiré par la littérature, par l'écriture. Il rédige des poèmes, il rédige des pièces de théâtre, il a écrit des pièces de théâtre. Et il va juste illustrer ses pièces, ses écrits, et il interprète lui-même ses écrits. Donc vous voyez quand même le profil d'un jeune homme qui est très cultivé d'entrée de jeu, qui a une sorte de gourmandise, de soif d'apprendre dans tous les domaines, et en particulier un lettré, un homme qui aime la littérature, qui mange véritablement la littérature. Seulement, il faut bien vivre, et à 17 ans, il est engagé comme commis. Mais il passe son temps dans les librairies de Londres. Et finalement, sa véritable vocation, elle se révèle le jour où, en 1891, il découvre une demeure extraordinaire, et en particulier dans cette demeure, la salle à manger du manoir de l'armateur Frédéric Leyland. Et cette salle à manger, je vais vous en montrer quelques détails, c'est la salle, c'est le fruit du travail d'un artiste américain, mais qui est venu travailler en Europe exclusivement, qui s'appelle Whistler. Retenez ce nom, c'est vraiment un artiste génial pour cette époque, qui a apporté beaucoup à la peinture. Et je ne vais pas résister, je vais vous montrer quelques œuvres. Donc voilà, ça s'appelle la Peacock Room, la chambre des pans. Donc voilà pourquoi, voilà les pans. Et je ne résiste pas à vous montrer quelques œuvres de Whistler. Celle-ci qui est très célèbre. Quand on parle de Whistler, on pense à celle-ci. Vous allez me dire, c'est assez austère et ça ne fait pas très moderne. Ce qui fait quand même très moderne, c'est qu'il appelle cette toile arrangement en gris et or. Donc, et on va voir, je vous montre une autre œuvre qui s'appelle Nocturne bleu et argent. Et donc, chez Whistler, il y a un goût véritablement pour la recherche d'une harmonie absolue dans tous les domaines. Donc, cette Peacock Room, revenons sur cette Peacock Room, il l'a créée dans les années 75-77, je n'ai plus la date exacte, et elle est décorée, vous le voyez, de motifs japonais qui sont
empruntés, qui sont retravaillés. C'est vraiment l'un des intérieurs les plus célèbres de Londres par son raffinement et par son esthétisme. Je vous rappelle quand même que ce rapport aux motifs orientaux et en particulier aux motifs japonais est lié à une mode en Europe depuis les années 1860. C'est le moment où le Japon a ouvert ses frontières et s'est ouvert à l'Occident, et on a vu déferler des estampes en particulier et l'esprit artistique japonais. Alors, donc, Aubrey Beardsley, il faut que je pense à dire Beardsley, ça se prononce Beardsley. Aubrey Beardsley est convaincu que sa vocation artistique doit s'orienter cette fois vers les beaux-arts. Donc il délaisse plus ou moins la littérature, enfin, quoique on verra qu'il s'en sert beaucoup, et il va commencer à introduire des détails japonisants dans ses dessins. On retrouve par exemple, on reparlera ici de Salomé, on retrouve la jupe au pan en 1893, donc vous voyez le rapport à Whistler dont on vient de parler, et dans les compositions on retrouve aussi tout l'esprit japonais, les fortes oppositions entre les pleins et les vides. Vous voyez à gauche, c'est l'incomprise, la femme incomprise de Beardsley, et à droite, c'est une œuvre magnifique de Dokuzai, je n'ai plus le nom, mais vous voyez ce jeu avec le blanc, jouer avec le blanc du papier comme ça, c'est travailler en réserve. Le blanc du papier est en réserve, on ne remet pas du blanc, on le met en réserve, et évidemment Beardsley va faire la même chose, va utiliser la même chose, de même qu'il va beaucoup utiliser les formats en hauteur assez étroits, ce qu'on appelle les kakemono, les rouleaux de kakemono au Japon. Vous avez ici de Beardsley à gauche Virgile le sorcier en 1893, et à droite une œuvre cette fois-ci d'Utagawa, où on voit qu'il y a une dette évidemment entre les deux, et surtout cette réflexion sur le noir, l'importance du noir, la densité du noir, et le blanc, on le retrouvera. Il nous dit d'ailleurs: je me suis proposé une toute nouvelle méthode de dessin et de composition, quelque chose qui évoque le Japon. Les sujets étaient assez fous et un peu indécents. Indécents, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, cette découverte de la Peacock Room de Whistler et cette découverte du Japon en général, c'est un des facteurs qui vont le faire avancer vers une plus grande liberté d'expression, qui vont faciliter cette liberté d'expression. Mais je vous l'ai dit, il faut dire que la maladie va décupler sa volonté d'exister. Et il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Donc il a un besoin de se faire remarquer, d'être dans le monde, d'être vivant et à l'avant-garde du monde. Et ça va de soi avec l'image qu'il cherche à donner, qu'il cherche à renvoyer dans le monde dans lequel il vit. Et il se pose véritablement en dandy. Le dandy, l'esthète, ici immortalisé par le peintre français Jacques-Émile Blanche. Et c'est un peu comme Whistler, je vous parlais tout à l'heure de Whistler. Voilà, Whistler portraiture son entourage, et il fait en particulier le fameux Montesquieu. Montesquieu, en fait, aurait inspiré, par exemple, Proust pour des esseintes dans la recherche du temps perdu. Vous voyez le personnage, c'est ça. Alors, Montesquieu n'était pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a quand même un côté ridicule, mais voilà l'idée. On baigne un peu dans ce milieu, dans ce terme de dandy, qui est un peu le comble du raffinement. Il y a un artifice à la fois dans les vêtements, dans les manières.
juste une chose, le premier dandy, c'est un Anglais dont on a une statue à Londres. C'est un mondain qui s'appelle Georges Brumel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Brumel. C'est le nom que le Printemps, maintenant aujourd'hui le grand magasin du Printemps à Paris, a donné à son magasin quand il s'est constitué, il s'est créé en 1930. Donc c'est vraiment un exemple, ce Georges Brumel, qui est mort en 1840. Donc vous voyez, 90 ans après, un grand magasin se sert de son nom comme image de l'élégance. Et ce Georges Brumel est considéré comme le premier dandy. Il est le premier à porter un costume moderne, costume sur mesure. Et on sait qu'il passait des heures chaque jour, par exemple, à nouer sa cravate, pour être sûr que ce soit absolument dans le chic des chics. Bon, le dandy, ce n'est pas seulement une garde-robe ambulante. Le dandy, il va s'intéresser aux choses, il va faire attention aux choses qu'il dit, il va faire attention aux endroits où il passe, aux endroits où il faut être vu, à la compagnie qu'il a autour de lui. Tout ça est parfaitement étudié. Et pour être dandy, il faut être capable de se recréer, de se réinventer, de réinventer toujours sa propre identité. Voilà l'idée du dandy. Donc, Beardsley est un dandy, ça ce n'est absolument pas à contester. Son sens vestimentaire est impeccable, il aime porter ce genre de costume gris, c'est ce qu'on appelle le gris tourterelle. Il a des chapeaux en soie, il a des longs gants qui mettent en évidence ses longues mains diaphanes, il a été, je vous l'ai dit, portraituré par ce Jacques-Émile Blanche, simplement parce que Beardsley est allé souvent à Paris. Il est allé souvent à Paris et il a rencontré Beardsley dans une galerie parisienne qui s'appelle la Galerie Byng. Alors ça aussi, cette Galerie Byng, c'est à retenir dans ce contexte, parce que c'est la galerie spécialisée dans l'art d'Extrême-Orient à Paris. Tout le monde se rencontre, tout le monde va, tous ceux qui s'intéressent un peu à cet art extrême-oriental, dans le milieu artistique en particulier, tous se rencontrent là-bas. Vous voyez au passage la maigreur de ce jeune garçon, une maigreur, on sent bien une apparence physique très, très fragile. Et c'est peut-être plus flagrant encore dans ce portrait peint par un certain Sickers, où on retrouve une élégance, mais quelque chose en même temps de tragique dans ce côté dégingandé. Il y a quelque chose de tragique. Il y a un petit goût pour une certaine morbidité, ce qui fait partie aussi de ce fameux mot que je vous ai placé en exergue tout à l'heure, qui est le décadentisme. Dandy, c'est associé à décadent bien souvent. Alors, ce décadentiste, c'est un courant littéraire et artistique, et c'est un courant qui rejette d'abord la bonne société victorienne des années 80-90. Tous ces courants d'avant-garde, de toute façon, sont contre le pouvoir en place, comme toujours, comme partout, bien sûr. Et donc, ce courant cherche à s'affranchir des tabous. L'esthétisme le caractérise, on pourrait même parler de préciosité. Il y a aussi du spirituel dans le décadentisme, il y a souvent du fantastique, souvent aussi de l'érotisme, et à cela s'ajoute un goût pour la mort. On le retrouve par exemple dans des portraits, des œuvres par exemple d'Odilon Redon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Odilon Redon, qui est un peintre français, symboliste également, et qui nous représente ici à rebours. C'est une illustration de à rebours du fameux Huysmans dont on parlait tout à l'heure. Fleuron du décadentisme, Oscar Wilde. Oscar Wilde, on va en reparler, c'est vraiment l'exemple même du décadent, et on le retrouve en particulier dans l'œuvre d'Oscar Wilde qui est le portrait de Dorian Gray, là encore une merveille de la littérature de cette époque.
Et puis vous avez aussi dans le décadentisme des peintres comme Knopf, vous voyez, une certaine inquiétude, une morbidité, une angoisse véritablement. Rops, qui est un peintre belge. Alors, voilà, une première, on fixe le contexte, donc dandisme, décadentisme. On a vu l'influence du japonisme, ça on en reparlera. Et en même temps, il y a des tas d'autres influences. Comme je vous l'ai dit, il avale la vie, il avale les influences, il se nourrit, il se gave véritablement d'influences différentes. Et il est encouragé toujours en 1891, toujours au moment où il a cette vocation. Les choses sont tellement serrées de toute façon qu'on est à quelques mois près. Je ne vais pas vous donner les mois pour les œuvres, mais on est souvent à quelques mois près. Et il est encouragé par le peintre pré-raphaélite Burne Jones. Ce peintre pré-raphaélite qui fait ici la tête funeste, on est vers 1886-87, il l'admire profondément. Alors, pré-raphaélite, que je vous détermine l'idée, les pré-raphaélites, c'est un courant anglais, de peintres anglais, qui s'oppose à tout ce qui se fait et qui va s'intéresser, qui va renouveler la peinture en s'intéressant à ce qui s'est fait avant la Renaissance que l'on adule pendant tout le XIXe siècle, donc avant Raphaël en fait. Donc toute la première Renaissance et le Moyen-Âge, tout ça, c'est ce qui va nourrir les pré-raphaélites. Et il se trouve que Beardsley va rencontrer Burne Jones et lui montre ses dessins. Il a des dessins qui ont été publiés dans la revue de l'école. Burne Jones lui dit « Je ne conseille pratiquement jamais à personne de faire de l'art, sa profession, mais en ce qui vous concerne, je ne peux pas faire autrement. » Donc il a, je ne sais plus, il a 17, 18 ans, voilà, les dés sont jetés, il sera artiste et il fera du dessin. Donc Burne Jones va lui dire, bon, c'est bien gentil, mais il faut aller suivre des cours. Il va suivre des cours pendant une période assez courte, parce que finalement, pas sûr qu'il ait beaucoup de choses à apprendre de cette école. Et quand il est quelques mois plus tard à Paris, Puvis de Chavannes, je vous parle de grands peintres de cette époque, Puvis de Chavannes qui fait ce célèbre tableau du pauvre pêcheur qui est à Orsay, qui date de 87, Puvis de Chavannes le considère comme un prodige. Donc il n'a pas 20 ans, il a 19 ans à peine, et c'est déjà un prodige en matière de beaux-arts. Et donc le voilà qui se lance à corps perdu dans la carrière artistique, et il va se faire connaître. Bon, parce qu'on ne va pas tout voir. Il va se faire connaître comme illustrateur. Il va se faire connaître illustrateur. Alors illustrateur de romans, illustrateur de poèmes, de pièces de théâtre, comme directeur artistique pour un certain nombre de revues dont on va reparler. Et on voit que ses débuts sont effectivement très influencés par les pré-raphaélites. Par exemple, là, je vous montre ce dessin qui s'appelle Incipit Vita Nova, qui date de 1893. Et quand on regarde la tête de femme, en apparence, elle a un peu l'air des femmes des pré-raphaélites. Je vous montre ici une œuvre pré-raphaélite. Je crois que c'est Rossetti, mais je ne sais plus. Et en fait, de près, elle est beaucoup plus étrange. Et elle fait penser un peu ce que font les symbolismes. Et tout ça, ce sont des barrières qui sont un peu floues. Symbolisme, pré-raphaélite, il y a souvent des liens que les peintres puisent d'un courant à un autre, sont des courants qui se superposent. Donc, symbolisme, par exemple, je vais vous montrer une œuvre d'Odilon Redon. Vous voyez, on est assez proche dans le côté fantastique, on est assez proche du travail de Beardsley ici. Des étrangetés, effectivement, quelque chose de presque dérangeant. Vous voyez cette espèce de fœtus dont on ne sait pas trop pourquoi il est là. On peut penser que c'est une allusion à la maternité de sa sœur. Il était en symbiose
parfaite avec sa sœur. Je ne sais plus qui a écrit cette phrase. Sa sœur, ma belle, vit pour deux. Il se déguise, elle est actrice. Il joue à revêtir ses robes, elle attire les hommes en vue chez eux et les séduit. Il vit la séduction, la voit et la transpose. Donc il y a certainement, et des choses qu'on n'a pas identifiées, il y a certainement des liens très forts dans la représentation liée aux histoires qu'il a avec sa sœur, aux histoires qu'il vit véritablement avec sa sœur, qui va le suivre avec sa mère jusqu'à la fin de ses jours. Bon, en tout cas, vous voyez que c'est quand même assez grinçant, et ça annonce bien justement son œuvre. Ce sont des œuvres qui ne sont pas exposées, celles-ci. Ce sont des œuvres qui sont vues par une élite, en fait, par un cercle d'initiés qui sont autour de lui, ce qui sera vrai pour d'autres œuvres encore. Alors, on a parlé de l'influence japonisante, de l'influence pré-raphaélite, de l'influence symboliste. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, il y a une influence grecque. Je vous montre un détail à peine coquin à gauche d'une Lysistrate de Beardsley, et à droite un vase de Phronios. Donc on est au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce sont les vases en figure rouge. Et vous voyez qu'il s'est beaucoup intéressé à ces vases qu'il voyait. Il voyait des collections de vases comme ça au British Museum. Et ce qu'il retient, c'est la linéarité, la précision, les oppositions, comme pour les Japonais, les oppositions entre noir et couleur. Voilà un petit peu ce qui peut aussi l'intéresser. Et puis, bien sûr, il faut le rattacher au courant Art Nouveau. Art Nouveau, quand on voit par exemple cette œuvre-là liée à la toilette de Salomé, on a toute cette ligne, c'est ce qu'on appelle dans l'Art Nouveau la ligne coup de fouet. Cette ligne très sèche et en même temps pleine de courbes et de contre-courbes, que l'on retrouve complètement ici. Il est un des porteurs de l'Art Nouveau, ou des précurseurs même de la ligne Art Nouveau en Angleterre. Il y a un historien d'art contemporain qui l'a rencontré en Angleterre et qui dit « En une même journée, il pouvait être baroque, empire, pré-raphaélite, japonais, et pourtant il a toujours été Beardsley. » Voilà, c'est ça, c'est en permanence ce besoin de changer de style tout en étant toujours lui-même. Donc voilà pour une partie des inspirations esthétiques. Alors, pour sa chronologie, et d'après ce que j'ai compris de l'exposition, pour sa chronologie, en fait, elle est façonnée par les grandes commandes qu'il reçoit, des commandes aussi qu'il suscite. Et sa première commande, très importante, il la doit à un éditeur qui s'appelle Dent, D-E-N-T, et qui a vu un seul dessin de lui, et qui lui a commandé, à partir de là, l'illustration d'un ouvrage qui s'appelle « Les mortes d'Arthur ». C'est la mort d'Arthur, si vous voulez. C'est une œuvre du XVe siècle que l'on doit à Thomas Malory, et qui revisite en fait la légende du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, donc, il a 19 ans quand il commence ce travail, et il va travailler sur cette mort du roi Arthur pendant à peu près 1 an et demi. Il va faire 353 dessins exactement pour cet ouvrage. La plupart de ces dessins sont virtuoses de toute façon. Et on le voit déjà ici, on le voit qu'il a une manière assez classique de représenter les choses. D'abord, les temps de narration, vous avez, je ne sais pas, oui, j'ai ici une feuille où on va peut-être mieux le voir ici. Vous voyez, où le texte est parfaitement respecté, l'illustration vient autour, c'est quelque chose d'assez logique et d'assez classique. Et là, je vous ai montré Morgane et Tristan, où
on voit bien les personnages, on reconnaît bien le style du Moyen-Âge, si vous voulez, avec tous les décors, tout autour. Hein. Tout ça, c'est très, très médiéval. Et il va faire le lien avec la génération juste précédente. Il y a en Angleterre ce qu'on appelle le mouvement Arts and Crafts. Arts and Crafts, c'est-à-dire un mouvement qui s'intéresse aux arts, mais aussi au côté travail manuel, hein, l'approche du travail manuel de l'art. Et en particulier, vous avez par exemple, je vous montre ici, je pensais vous montrer... Voilà, là c'est une œuvre de Morris, de William Morris que je vous montre. J'ai fait une erreur tout à l'heure dans ce que je vous ai montré, c'était celle d'après, c'était celle-là que je voulais vous montrer tout à l'heure, qui est de Beardsley, et celle-là est des œuvres donc de William Morris. C'est une illustration de Chaucer, hein, et vous retrouvez ici ce style, hein, qui correspond au style qu'emprunte Beardsley à ce moment-là. Il y a de la pensée médiévale, bien sûr, mais une pensée médiévale qui est un peu pervertie quand on commence à voir ce qui se passe dans les bordures. Vous voyez le personnage qui est à droite en gros plan, un personnage hermaphrodite qui n'a rien à voir a priori avec l'histoire d'origine. Et dans les illustrations, on retrouve ici Tristan qui boit la boisson d'amour, le filtre d'amour. Et regardez justement où se trouve la fleur sur la robe. Il y a une évocation sexuelle évidente qui n'est pas forcément liée à l'histoire d'origine. Et au passage, vous voyez à quel point il est capable, dans un même ouvrage, de faire évoluer son style, où là, on a un style beaucoup plus linéaire, beaucoup plus proche, justement, de ce qu'on disait tout à l'heure, les vases grecs, hein, des vases à figures rouges grecs, ou l'esprit japonais, hein, ce trait virtuose, hein, qui dessine les formes. Donc voilà pour la mort d'Arthur. Et cette évolution du style, moi ce qui m'a intéressé, c'est cette image-là dans la mort d'Arthur, que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre en relation avec le travail d'illustration de Botticelli pour la Divine Comédie de Dante. Botticelli, c'est avant Raphaël. Donc les pré-raphaélites vont s'intéresser à lui et le font revenir au devant de la scène. Et je vous montre l'œuvre de Botticelli, la voilà. Vous voyez qu'il y a certainement une dette. Beardsley étant un grand lettré, il connaissait forcément ces illustrations. Alors voilà ce travail de la mort d'Arthur, il est largement payé pour ce travail, ce qui lui permet d'abandonner son travail alimentaire et à partir de là, il va se faire connaître et d'autres éditeurs vont faire appel à lui en tant qu'illustrateur. Et surtout, il a la chance d'être repéré par un magazine artistique tout nouveau qui s'appelle The Studio. Et ce magazine artistique va publier une de ses œuvres, qui est ici, une de ses œuvres qui est tirée, en fait, qui est une inspiration de l'opéra Siegfried de Richard Wagner. Il adore aussi la musique, il connaît très bien la musique. Et vous voyez que cette œuvre, c'est cette œuvre-là qui est publiée dans la revue Studio. Et c'est un succès phénoménal. Vous voyez le travail qui est très finement détaillé, qui est très caractéristique d'un des styles de Beardsley à cette époque. Donc vous avez des fioritures, je ne sais pas si j'ai un détail, oui. Vous voyez là des fioritures, toute une calligraphie on appelle ce genre de calligraphie capillaire et qui est utilisée justement pour un effet décoratif avec des figures très allongées. Donc ce style linéaire très, très dense qui est caractéristique de l'œuvre d'ailleurs des pré-raphaélites.
Alors, on retrouve aussi d'autres influences. On retrouve l'influence, là, d'un peintre du XVe siècle, un Italien du XVe siècle, qui s'appelle Mantegna. Il a vu des œuvres de Mantegna, des estampes de Mantegna, et il a certainement été influencé par ces estampes qu'il a pu voir à Londres. Alors, il est recruté par le magazine Studio. Donc une fois que le magazine a fait de la pub pour Beardsley, il va le recruter. Et certains dessins de la Morte d'Arthur vont être publiés dans cette revue. Il y a bien d'autres choses dans cette revue. C'est vraiment la première revue artistique qui fait appel à lui. C'est un très bon départ. Et c'est cette revue qui va lui permettre d'entrer de plein pied dans l'avant-garde culturelle, de rencontrer les esthètes et tout un milieu qui lui correspond en fait, et qu'il ne va plus quitter. Il va fréquenter les cercles littéraires, les cercles artistiques. Imaginez, il est spirituel, il est jeune, il est vif, et tous ses talents font merveille dans ces cercles littéraires. C'est dans ce studio qu'il présente une œuvre que je vous montre ici, qui s'appelle J'ai baisé ta bouche, Yokanaan. J'ai baisé ta bouche, qui date de 93, qui est essentiel pour la suite de sa carrière, et qui lui a été spontanément suggéré par la lecture de la pièce d'Oscar Wilde, Salomé, qu'il a avalée. Et ce sont les derniers mots en fait prononcés par Salomé dans cette pièce. Et c'est ainsi, de fil en aiguille, donc il présente cette œuvre à la revue Studio, et c'est ainsi de fil en aiguille que l'éditeur John Lane va lui proposer d'illustrer la pièce d'Oscar Wilde, donc Salomé, qui est un des chefs-d'œuvre du symbolisme en littérature. Alors, Wilde, quand il écrit Salomé, il est nourri de toutes les lectures de Flaubert, il est nourri d'Huysmans, ils se nourrissent les uns les autres. Et Wilde écrit sa pièce en français en 1891. Et il explique je voulais jouer une fois au moins de cet instrument nouveau pour savoir si je pouvais en tirer quelque chose de beau. Donc il écrit en français cette pièce, et il l'écrit pour Sarah Bernhardt, dans l'espoir bien sûr que Sarah Bernhardt vienne l'interpréter à Londres, mais la pièce est interdite en Angleterre, elle est jugée bien trop transgressive, et elle ne sera jamais jouée du vivant d'Oscar Wilde. Finalement, c'est à Paris que Sarah Bernhardt va la créer en 1896. Alors, on va s'arrêter un peu sur... c'est le temps que je vais le plus passer, si vous voulez, parce que ce Salomé, c'est vraiment le morceau exceptionnel. Tout est exceptionnel chez Beardsley, mais Salomé l'est encore plus. Alors, je vous rappelle peut-être un peu qui est Salomé. C'est une référence à la Bible. Et Salomé, c'est une princesse juive, c'est la fille d'Hérodiade. Salomé a charmé le tétrarque Hérode, et elle a obtenu au nom de sa mère, en échange d'une danse qu'on appelle la danse des 7 voiles, en récompense en quelque sorte de cette danse, elle a obtenu qu'il lui offre un bouclier avec sur ce bouclier la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc voilà l'histoire. Mais Oscar Wilde va évidemment transformer le texte, l'idée d'origine, et dans la version d'Oscar Wilde, Salomé tombe amoureuse de Jean-Baptiste qui dans le texte s'appelle Yokanaan. Yokanaan, I-O-K-A-N-2-A-N. Et cette Salomé devient un petit peu à l'image... Cette Salomé devient un petit peu à l'image de la femme
c'est cette femme de la fin du 19e siècle, cette femme du symbolisme, cette femme fatale en quelque sorte. Hein. C'est un peu la représentation aussi de cette femme fatale qui est une dévoreuse d'hommes, hein, que l'on retrouve dans l'art de la même façon. Hein. Il y a une des prémices du féminisme en fait, hein, dans cette représentation de la femme fatale. N'oubliez pas qu'on est autour de l'idée des suffragettes aussi, hein, en Angleterre. Donc tout ça a bien sûr du sens. On peut faire des liens entre les deux. Alors, il y a dans la représentation d'Oscar Wilde, il y a des thèmes fondamentaux que l'on retrouve, hein, du décadentisme, le thème de la mort, le thème de l'érotisme, qui sont mis en scène avec une grande franchise d'ailleurs. Hein. Et bien sûr, la trame narrative est empruntée à la Bible, mais je vous l'ai dit, Wilde prend des libertés, et Salomé prend la tête de Jean-Baptiste, demande la tête de Jean-Baptiste pour elle, parce que Jean-Baptiste s'est refusé à elle, et qu'elle veut se venger en quelque sorte, et le garder pour l'éternité. Alors, je vais vous montrer quelques œuvres. Donc voilà, Jean-Baptiste, Yochanan, hein, Jean-Baptiste à gauche et Salomé à droite. Et je vous montre ici, par exemple, l'entrée d'Hérodiade. L'entrée d'Hérodiade, qui tire simplement son nom de la mise en scène de la pièce, hein, d'Oscar Wilde. Et vous avez en bas à droite un drôle de personnage. Vous voyez ce personnage, en fait, ce bouffon, ce magicien, qui est en train de nous montrer d'un grand geste théâtral l'entrée d'Hérodiade, mais ce n'est autre que Oscar Wilde, qui est croqué ici d'une manière mais complètement novatrice. On n'a jamais vu ça, intégrer à plusieurs reprises d'ailleurs l'auteur à l'intérieur des dessins et des illustrations de l'œuvre, c'est complètement moderne. Il porte dans sa main, alors on ne s'en rend peut-être pas compte ici, je ne sais pas si vous le voyez, il porte dans sa main un exemplaire de Salomé, et vous avez derrière lui des figures, et vous voyez que ce sont des figures qui sont nues. Donc Hérodiade est nue, on voit très bien ses seins, et le page également. Et bien sûr, aux yeux de Beardsley, c'est un moyen de souligner l'érotisme, hein, qui transparaît dans l'œuvre d'Oscar Wilde. Mais alors imaginez, l'éditeur, quand il a vu ça, il a dit « Stop, on arrête tout, c'est absolument pas possible ». Donc, il faut couvrir les organes génitaux du page avec une feuille de vigne. Et voilà, l'honneur est sauf. Enfin, l'honneur est sauf si vous regardez de près certains détails, les bougies qui sont en forme de pénis. Bon, il y a des tas d'autres petits détails. Beardsley était ravi de cacher ce genre d'éléments. Et il fallait, pour ainsi dire, placer ces dessins sous un microscope et les regarder à l'envers. Voilà ce que nous dit l'éditeur John Lane, hein, de ce travail. Et de fait, Beardsley a produit 18 dessins au total. 18 dessins au total, dont seulement 10 sont parus dans la première impression de la pièce. Il faut attendre 1907 ensuite pour avoir une édition complète des 18 œuvres de Beardsley. Bon, pour ce qui est du style, on considère à ce moment-là qu'il est vraiment au sommet de son art, hein, dans son expressivité, dans son inventivité, dans la richesse iconographique. Vous retrouvez ce style très linéaire, dont on avait vu les prémices dans certains passages de la Morte d'Arthur. Hein, vous souvenez de ces passages? Et on retrouve, alors, je vous l'avais montré, hein, tout à l'heure, la fameuse peacock skirt, c'est-à-dire la jupe du pan, hein, hommage direct à Whistler, bien sûr. On retrouve cette ligne souple, cette énergie, ce côté bondissant de la ligne qui donne une sensualité générale.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'interprétation que fait Beardsley de l'œuvre de Wilde, et où il nous montre, regardez, ces deux personnages, en fait, ne sont pas suffisamment détaillés pour qu'on puisse les différencier. Il y a une sorte d'association et d'identité entre les deux personnages. Et ça, c'est une interprétation de dessin, si vous voulez, mais qui correspond à l'idée qui transparaît dans la pièce sans qu'elle soit forcément nommée. Bon, le jeu du noir et du blanc est absolument incroyable. Il y a aujourd'hui des œuvres qui sont réalisées, je pense en particulier à l'illustration. Je suis en train de rechercher le nom de cette illustratrice pour enfants, d'Outremer. Ça vous dit quelque chose? Et je trouve qu'il y a des rapprochements. Il aurait fallu que j'y pense à ce moment-là, et qu'il y a des rapprochements avec ce travail de Rebecca d'Outremer, c'est ça. Merci Delphine. Donc, il y a ce sens du jeu entre le blanc, je vous rappelle la réserve, comme on avait dit tout à l'heure, et le noir. Et il faut dire que à l'exposition, il n'y a que des originaux, mais tout ça est vu en général à travers des reproductions. Et ces reproductions font appel à un procédé très nouveau à l'époque, qui est un procédé d'impression par bloc de lignes. C'est un procédé économique. Et en fait, les dessins sont transférés par un biais photographique sur les plaques d'impression. Et donc, ça permet de retranscrire quelque chose de très précis, d'excessivement précis. Et c'est tellement précis que si au départ, la ligne ne l'est pas, ça ne donne rien de bon. Et évidemment, avec Beardsley, quand on voit la qualité de son trait de dessin, il n'y a aucun problème. Et au contraire, en fait, au départ, il n'est pas forcément convaincu par le procédé, et très vite, il va s'apercevoir qu'au contraire, ça lui permet d'accentuer justement les contrastes entre les noirs et les blancs, alors que c'est moins performant, bien sûr, pour les dégradés. Mais peu importe, si vous voulez, ça oriente certainement aussi sa manière de travailler dans l'illustration des revues, des livres en général. Quand je parle de réserve, par exemple, regardez ici, dans le cou de Salomé, vous voyez la manière dont le cou de Salomé est fait? En fait, il n'a évidemment pas rajouté de blanc. C'est le blanc du papier qui est ici, qui forme le cou véritablement. Alors, je vais vous montrer une œuvre qui s'intitule « La toilette de Salomé », où l'on voit les esclaves qui la préparent pour sa fameuse danse des 7 voiles. Ils apportent les parfums, ils apportent les voiles, et il y a en même temps une certaine ambiguïté dans cette scène. Pour l'époque, par exemple, montrer les poils pubiens du jeune homme qui est assis à gauche, c'est complètement incongru. Ça ne se fait pas, que ce soit à Londres ou ailleurs, dans les conventions occidentales, ça ne se fait absolument pas. Et il y a d'autres petites allusions. Parmi les livres qui sont installés, qui sont rangés sous la coiffeuse, on trouve par exemple les fleurs du mal de Baudelaire, qui est jugé comme immoral, que ce soit en France d'ailleurs ou en Angleterre, et en même temps qui a exercé une influence considérable sur les symbolistes de l'époque, sur les artistes, les écrivains britanniques dans ces années 1890. Et à côté du livre, bon, on ne le voit pas, là je ne vais pas vous montrer un détail, je n'avais pas quelque chose d'assez bon pour vous montrer le détail, mais à ses côtés, il y a La Terre d'Émile Zola, qui aussi a fait scandale en 1887. Alors, dans la mesure où on parle de scandale, vous imaginez que l'éditeur dit « on s'arrête encore une fois et on redemande autre chose ». Et voilà la deuxième version, cette fois-ci, qu'il réalise pour La toilette de Salomé, celle qui sera éditée dans la première parution.
Et alors tout ça paraît très, très correct, hein. Bien qu'on peut se poser des questions sur le personnage qui est derrière tout de même, hein. On peut se poser des questions sur la présence des ciseaux, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, hein. Et puis, il ne peut pas s'empêcher, mais ça passe cette fois-ci à la censure, hein, il ne peut pas s'empêcher de mettre un ouvrage du marquis de Sade dans la mini-bibliothèque qui est en dessous. Et vous avez aussi le Nana de Zola qui est représenté. Maintenant, pour ce qui est de l'élégance de cette femme, l'élégance de cette femme, elle rappelle la mode de l'époque, et la mode parisienne en particulier. Vous avez un couturier d'origine anglaise, mais qui travaille à Paris, il s'appelle Worth, qui fait ce genre de robe à cette époque. Dans le Salomé, vous voyez que décidément on y passe du temps, moi c'est une œuvre qui me fascine. Dans ce Salomé, il y a véritablement une apothéose, et c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais the climax. Il y a une apothéose, c'est cette représentation. Cette représentation, on pourrait le traduire par l'orgasme également, hein, diverses traductions possibles. Alors, vous vous rappelez que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître par l'éditeur de Salomé, hein, dans le studio, la revue le studio. Hein. Et en fait, là, il est obligé d'en refaire un exemplaire, de retravailler parce que la revue avait les droits, hein, possédait les droits, et donc il est obligé d'en refaire un exemplaire. Alors, il est certainement inspiré par un tableau célèbre. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. C'est un tableau, il y a plusieurs versions. D'ailleurs, celui-ci est au musée d'Harvard, à Cambridge. C'est l'apparition de Gustave Moreau. Cette apparition de Gustave Moreau qui traite du thème de Salomé, hein, Salomé qui voit apparaître cette tête de Saint Jean-Baptiste, cette tête qui flotte véritablement. Et manifestement, Beardsley s'est inspiré de cette œuvre de Gustave Moreau. Il y avait déjà une très forte allusion à Gustave Moreau quand on présente le bouclier, vous vous rappelez, le bouclier avec la tête de Yochanan à Salomé. Voilà ce qu'en fait Beardsley, et voilà ce qu'avait fait auparavant Gustave Moreau en présentant l'âme du poète. Et vous voyez qu'il y a une dette évidente à Gustave Moreau. Alors, c'est ce travail, cette représentation de l'apothéose de Salomé, ça correspond à un discours complètement tragique, un discours ardent que je vais vous lire. « Ah, tu n'as pas voulu me laisser baiser ta bouche, Yochanan. Eh bien maintenant je la mordrai avec mes dents comme on mange un fruit mûr. Oui, je baiserai ta bouche. Yochanan, tu m'as traité comme une courtisane, comme une prostituée, moi, Salomé, fille de Hérodias, princesse de Judée. Eh bien, Yochanan, moi je vis encore, mais toi tu es mort, et ta tête m'appartient, Yochanan. Tu as été le seul homme que j'ai aimé, que ferai-je maintenant? Ni les fleurs, ni les grandes eaux ne pourront éteindre ma passion. » Donc voilà le texte et l'image en regard. Et on sent bien que Salomé ne va pas s'en sortir comme ça. Il y a quelque chose qui devrait l'inquiéter, ce sont les cheveux de Saint Jean-Baptiste, qui ressemble un petit peu à la chevelure de Méduse. Hein, on se demande si tout ça n'était pas en train de se transformer en serpent. Et Hérode, à ce moment-là, dans la pièce de Wilde, Hérode est conscient d'avoir... il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Hein, et il en veut à Salomé, et il va jusqu'à dire tuer cette femme dans la pièce. Et c'est extraordinaire parce que Beardsley prend la liberté de rajouter à la fin des culs de lampe, qui sont des petites illustrations, des toutes petites illustrations, des petites vignettes,
et dans un de ces culs de lampe, il y a la mort de Salomé, qui n'est pas dans le texte. Hein. Il représente la mort de Salomé, et c'est truculent. D'abord, ils vont la mettre dans un cercueil. Ce cercueil est en fait un poudrier, hein, si vous regardez bien. Et il y a des audaces incroyables. Quand vous voyez la position du corps de Salomé, c'est exactement la position du corps du Christ dans la Pietà de Michel-Ange. Vous imaginez le scandale que ça peut faire. C'est absolument impensable à cette époque. Certains parlent de blasphème d'ailleurs. Et vous avez, on va peut-être pas s'étendre, mais quand on voit la main du faune, on se demande jusqu'où elle va. De même qu'on ne voit pas les pieds de Salomé, mais on se demande bien pourquoi. En tout cas, cette illustration a un succès retentissant qui va consacrer à la fois, d'ailleurs, l'auteur, puisque ça paraît en même temps, hein, l'auteur, Oscar Wilde, et l'illustrateur sur le même plan, qui est Aubrey Beardsley. Donc voilà, il est obligé de répondre à des tas de commandes. Il participe à la fondation de revues qui sont importantes. Hein. Je pense que l'exposition a mis en avant beaucoup ces revues. Je vais un peu à l'aveugle là, mais je pense que ces revues ont été pas mal mises en exergue. Et il y a en particulier une revue qui s'appelle The Yellow Book, qui naît en 1894, et en fait, il est un des membres fondateurs de cette revue. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il en est le directeur artistique, et il va travailler sur une très brève période, 5 numéros seulement, mais ça va suffire à faire de cette revue la publication d'avant-garde la plus emblématique de la décennie. On a l'impression, en fait, que tout ce qui touche, il le transforme en de l'or. Cette revue de Yellow Book est tellement célèbre que Oscar Wilde en parle, il la cite dans une de ses pièces qui est Un mari idéal. Donc vous voyez, c'est vraiment une référence en cette fin de siècle. Et il va se faire connaître en particulier grâce aux couvertures qu'il illustre le plus souvent. C'est la conception de la couverture, la première couverture. Oui, je crois que c'est la première. Et là, l'originalité aussi de cette revue, c'est qu'elle va mettre sur un même pied d'égalité l'écriture et les œuvres d'art. C'est-à-dire que jusque-là, je vous avais montré, les revues précédentes, je vous avais montré que le texte dominait généralement et l'illustration venait appuyer le texte. Alors que là, dans cette revue, vous avez d'un côté des textes et de l'autre côté des illustrations qui sont libres, qui ne dépendent d'aucun texte. Ça, c'est aussi assez révolutionnaire, enfin c'est complètement révolutionnaire dans le monde de la presse et de la presse artistique. On a du mal à comprendre ça aujourd'hui parce qu'on est tellement envahi par l'image que c'est l'effet inverse en fait qui se passe, c'est l'image qui commence à prendre son droit sur le texte. Alors là aussi, je vous l'ai dit, succès instantané, très controversé, parce que déjà Yellow Book, pourquoi Yellow ? C'est une couleur que Beardsley affectionne particulièrement, c'est une couleur qui est à la mode, mais c'est aussi une couleur qui rappelle un peu, ironiquement, les enveloppes jaunes des romans érotiques populaires français. Et c'est certainement pas par hasard que Beardsley a choisi aussi cette couleur. On cherche toujours à titiller un peu le bon bourgeois de l'ère victorienne. Il faut toujours titiller un peu. Alors, de toute façon, pour beaucoup, ce Yellow Book incarne l'esprit décadent qu'on a largement décrit. Vous avez, par exemple, en apparence, cette très sage représentation de deux dames, ça s'appelle Black Coffee. Et en fait, ces deux femmes sont assises côte à côte, mais
la manière dont il les dépeint, si on regarde bien l'image, on se doute que là, il met en scène deux homosexuels et il ose représenter des homosexuels. Je crois que c'est en 1967 que la loi contre l'homosexualité en Angleterre, qui était instaurée depuis le XVe siècle, a été abolie. Donc l'homosexualité, on va à ce moment-là. Et donc voilà, Beardsley nous montre tout ça avec un naturel, il ne porte aucun jugement. Il montre simplement les choses, il montre ce qu'il vit au quotidien, ce qu'il voit au quotidien. Et là, c'est le scandale. Bon, il y en a d'autres. Après, je vous engage à aller regarder, par exemple, le catalogue qui est extraordinaire, et à aller chercher d'autres œuvres de Beardsley. Vous verrez qu'il y a d'autres choses peut-être bien plus audacieuses d'ailleurs dans ces revues. Alors, comme commentaire, vous avez par exemple la Gazette de Westminster, très bon chic bon genre, qui déclare que la publication doit être rendue illégale, carrément. Vous avez le Times qui tempête. Il empruntait, dit-il, des agencements de lignes inventés par les Japonais et dessinés à des fins de décoration agréables et joyeuses pour les appliquer aux grotesques les plus malsains. Et il avait trouvé une note qui combinait la brutalité anglaise et la lubricité française. Voilà, ça c'est dit. Et par contre, l'expert en art graphique qui s'appelle Joseph Pennell salue le travail de Beardsley et il dit qu'il est tout aussi remarquable dans son exécution que dans son invention, une combinaison très rare à notre époque. Donc vous voyez qu'il fait vraiment, il fait autant fuir qu'il attire, il ne laisse en tout cas pas indifférent. Alors, succès donc de ce Yellow Book, mais un succès qui ne va pas durer longtemps. Et pour cause, en 1895, il y a un procès retentissant qui va mener à une condamnation, c'est celle d'Oscar Wilde. Oscar Wilde est condamné, on va dire très pudiquement, pour grossière indécence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, grossière indécence à l'époque? Il a été poursuivi par le père du jeune homme que vous avez en chapeau à gauche. Le père s'appelle Alfred Douglas. Il a été poursuivi pour homosexualité. Ça va quand même mener directement Wilde en prison. Il ne s'en relèvera pas d'ailleurs. Comme Aubrey Beardsley a travaillé avec Oscar Wilde pour Salomé, il est associé à ce procès et il est banni en quelque sorte. John Lane, l'éditeur du Yellow Book, enfin un des éditeurs, est obligé de le limoger et exit le Yellow Book, exit l'Angleterre même, puisqu'il va devoir vendre sa maison et il part s'installer à Dieppe. À Dieppe, il y a une colonie d'artistes et d'écrivains anglais qu'il va retrouver, avec qu'il va découvrir. Et parmi tous ces Anglais, il y a un éditeur un peu sulfureux, un homme entreprenant, on peut dire que c'est un homme sans scrupules, pornographe aussi à ses heures, et qui s'appelle Leonard Smithers. Et Smithers va lui proposer de lancer un nouveau magazine pour concurrencer le Yellow Book, dont il a été évincé. Ce magazine, c'est une revue trimestrielle qui s'appelle The Savoy, et donc on est en 1896. Il va y avoir seulement 8 numéros, mais c'est un succès absolu, et il devient l'un des petits magazines les plus importants et les plus magnifiquement produits dans cette période. Je dis petit magazine parce que j'ai oublié de vous préciser une chose tout à l'heure sur le Yellow Book. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un livre qui doit faire au moins une centaine de pages. C'est une revue, mais c'est un livre en même temps. Alors que là, c'est un petit magazine. Alors, il présente des illustrations très différentes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que du licencieux dans Beardsley. Il y a par exemple cette œuvre qui s'appelle Ave atque
valet. Ave atque valet, c'est du latin, ce sont les derniers mots d'un poème élégiaque en latin que l'on doit au poète romain Catulle. Je vous rappelle que c'est un lettré, notre Beardsley, et on s'en rend compte ici. Et donc, il va chercher ce texte. Ce texte l'auteur s'adresse à son frère décédé, et en fait même plutôt à ses cendres silencieuses, qui sont les seuls restes de son corps. Et il y a cette idée donc de dire adieu en quelque sorte, adieu enfin adieu, voilà. Et porte-toi bien en quelque sorte dans l'au-delà, si vous voulez. Alors, il va publier dans ce Savoy, il va publier des dessins, bien sûr, comme toujours, mais il va aussi publier des textes. En fait, il y a un texte. Vous vous rappelez qu'il écrivait au début, quand il était étudiant, et il va reprendre un roman qui est son seul roman, qui est complètement baroque, qui est un roman érotique aussi, qui a été complètement expurgé, donc à l'époque on n'a jamais pu le voir en entier, qui est inachevé d'ailleurs. Il existe aujourd'hui une version c'est les éditions Fata Morgana, qui a repris l'ensemble de la publication. Et alors, le prétexte, c'est Tannhäuser. Le prétexte, c'est Tannhäuser, c'est l'histoire de Vénus et de Tannhäuser, mais il l'appelle Under the Hill, parce que donc il s'est inspiré très librement de l'opéra. Et dans l'écriture, alors c'est dommage, je n'ai pas trouvé de traduction de ce texte. Mais j'en ai trouvé une, mais c'était tellement mauvais que j'ai abandonné. Et il y a de telles subtilités, si vous voulez, qu'il faut vraiment avoir une très bonne traduction. Et en fait, c'est écrit de telle façon, c'est aussi tarabiscoté, aussi surabondant, aussi contourné en écriture que ça l'est dans l'illustration elle-même, avec des volutes, avec des arabesques. On a dit d'ailleurs de Beardsley qu'il chiffonnait la réalité avec une passion fébrile de couturier. Et c'est vrai, bon, il s'intéresse aussi aux vêtements également, et il y a cette extravagance de l'ornement. C'est extravagant dans l'ornement, ce qui fait que la nudité, finalement, on ne la voit plus trop. Vous voyez ici le personnage qui a les seins nus, mais c'est l'exubérance de ces robes dentelées, décorées, drapées, avec des tas de volants. Et c'est ça qui met en valeur les seins, en fait. C'est aussi ce contraste, un peu comme le contraste noir et blanc qu'on a évoqué dans le style de Beardsley. Alors, vous avez aussi, dans ces décors, vous avez des tas de formes étranges, des mondes qui sont hérissés de piquants, des plantes dressées un peu raidies avec des allusions sexuelles, qui sont plus ou moins évidentes d'ailleurs. La première allusion sexuelle étant le titre même, Under the Hill. Under the Hill, c'est sous la colline. Sous la colline, c'est sous le mont, et on parle de Vénus. Donc c'est le monde de Vénus auquel il fait allusion. Alors, dans le domaine, donc vous voyez qu'il est en train d'élaborer là un style très riche, qu'on a appelé d'ailleurs néo-rococo à l'expo. Et pourquoi ? Parce qu'il a découvert les peintres et surtout les graveurs du XVIIIe siècle français. C'est vous savez, c'est Boucher, c'est Fragonard et De Troyes, enfin, sont des gens vraiment qui en rajoutent aussi énormément. Et on voit véritablement l'explosion de ce travail dans une œuvre qu'il illustre qui s'appelle, alors je vais vous donner une traduction, c'est La boucle de cheveux subtilisés. Et il y a une autre traduction, parmi d'autres, c'est Le viol de la serrure. Il va falloir que je vous explique un peu tout ça. Pourquoi la boucle subtilisée, la boucle de cheveux subtilisée ? Alors déjà, ça vient d'un poème. C'est un poème épique
que l'on doit à l'écrivain Alexander Pope. C'est un poème qui a été écrit en 1712, donc ça fait partie encore de toutes ces petites perles que Beardsley va chercher dans la littérature. Beardsley est un grand amateur d'Alexander Pope, et donc cette boucle escamotée, cette boucle de cheveux escamotée dans ce texte, c'est une véritable déclaration de guerre pour l'époque. Il rapporte, en fait, sous forme de petits romans, il rapporte un fait divers. Mais un fait divers qui est quand même très important et qui se traduit par un enlèvement ou par un viol. Il y a ce lien entre enlever, couper, découper les cheveux de sa promise sans son consentement et le viol. C'est très fort pour l'époque. Et Beardsley va développer ce nouveau style très décoratif, inspiré, je vous le disais, par les représentations de France. Alors là, c'est The Cave of Spleen. Et la grotte de la mélancolie. Il faudrait du temps, mais on peut pas tout détailler. Je peux juste vous donner envie d'aller le voir, d'aller le voir plus précisément. Je vais vous en montrer d'autres. Vous voyez le désordre qu'a provoqué ce prélèvement de la boucle de cheveux, l'aspect furieux de la femme, et en fait ça correspond à une rupture de fiançailles et à une guerre véritablement entre les deux familles. Donc ça a quelque chose en même temps du grotesque dont on a déjà parlé. Il y a dans l'idée de l'histoire, il y a quelque chose de ce grotesque cher à la fin du XIXe siècle. Il y a quelque chose de grotesque dans la manière dont Beardsley le représente. Ça correspond aussi à la décadence. Il affirme haut et fort: je ne suis rien si je ne suis pas grotesque. Et le terme de grotesque, il correspond à la distorsion, il correspond à l'exagération de la forme, que ce soit la forme littéraire ou la forme picturale. C'est l'étrangeté, c'est la fantaisie, c'est tout à fait de ce dont il s'agit ici. Je vous parlais des allusions, des inspirations des graveurs du XVIIIe siècle. Voilà, une gravure d'après Jean-François de Troyes. Je me demande si celle-ci n'a pas appartenu justement à Beardsley, mais je ne m'en souviens plus. Donc, un poème épique qui est d'ailleurs, qui parodie en quelque sorte dans le drame l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et qui devient, par le biais de l'illustration, quelque chose d'absolument grotesque, d'absolument incroyable. Alors, il y a quelques autres succès. Ah oui, je vous montre quand même cette dernière image de la boucle de cheveux subtilisée, qu'on va appeler le viol de la serrure ici. Et vous voyez qu'elle revient à son miroir. Et il y a des objets que l'on retrouve. Et en particulier, vous avez les ciseaux qui sont ouverts. On est dans le symbolisme. Il faudrait avoir le temps de s'attacher à tous ces symboles qui sont représentés. On est dans le symbolisme, les ciseaux et la boucle qu'elle présente. Et entre les ciseaux et la boucle, ce sont les symboles sexuels masculins et féminins qui sont représentés ici. Il y a beaucoup d'allusions comme ça qu'on ne reconnaît pas forcément à travers ces représentations. Alors, de succès en succès, il y a un autre immense succès dont je vous parle, qui est Mademoiselle de Maupin. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, il va chercher en France la représentation, le texte, c'est le texte de Théophile Gautier. Et il réalise ce travail pour le fameux Smithers. Vous savez, on en avait parlé tout à l'heure, ce gars pas toujours très recommandable et très pornographe sur les bords.
Et il va réaliser, il va faire ce travail. Je vous rappelle juste l'histoire. L'histoire, c'est cet homme d'Albert qui recherche la femme parfaite. Et en fait, il s'avère que dans l'histoire, il va être attiré par un jeune homme, ce qui l'intrigue effectivement, et il se trouve que l'objet de son désir se révèle être une femme, cette Madeleine de Baupin, qui ne se conforme pas du tout aux attentes que l'on a du genre de son époque, notamment la robe, foin de robe quand ça l'embête, et qui est attirée à la fois par les hommes et par les femmes. Ce n'est pas étonnant, si vous voulez, que Beardsley aille chercher ce genre de littérature aussi. C'est ce côté, ça participe de cet esprit décadent qui met en valeur des choses, des expressions de tous les jours en fait, mais qui sont mises au rebut à ce moment-là. Et il a un rôle véritablement à jouer dans ce travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que et c'est sans doute aussi ce qui a attiré Beardsley, quand il s'intéresse à Mademoiselle de Maupin, on sait que Gautier, quand il écrit cet ouvrage, son idée c'est de promouvoir l'art pour l'art. Et ça devient d'ailleurs une des doctrines du mouvement esthétique de la fin du XIXe siècle. Donc promouvoir l'art pour l'art, c'est promouvoir la beauté sur le sens, c'est promouvoir la beauté sur la moralité, peu importe, l'essentiel c'est l'art. Ce qui va faire changer considérablement, vous imaginez, petit à petit les mentalités, mais il va faire quand même un certain temps. Et donc, si vous voulez, cette rencontre entre les deux, entre d'Albert et Madeleine de Baupin, c'est une rencontre esthétique, si vous voulez, c'est ça. C'est la rencontre d'une perfection esthétique qui est représentée. Bon alors, on est en 96, il va commencer à faire, sous l'impulsion du fameux Smithers, il va commencer à faire des ouvrages là, qui ne sont vraiment pas à mettre entre toutes les mains, puisque à l'exposition, il y avait un panneau qui prévenait que les âmes sensibles devaient s'abstenir. En termes élégants, ces choses-là sont dites. Et ce sont des œuvres de Beardsley qui s'échangeaient sous le manteau. Enfin, qui s'échangeaient sous le manteau, j'exagère un petit peu. L'idée, c'était plutôt que on faisait une souscription. Donc, seuls les initiés pouvaient accéder à ces œuvres, qui sont inspirées toujours de sources classiques. Des sources classiques, j'ai choisi des choses très soft à vous montrer. Vous avez par exemple la comédie d'Aristophane, Lysistrate, comédie qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui l'illustre. Dans cette pièce, l'intrigue de la pièce, c'est que les femmes athéniennes et les femmes spartiates vont s'unir parce qu'elles en ont assez du conflit qui oppose leur mari, et elles décident de ne plus avoir de relations sexuelles avec eux tant qu'ils n'auront pas fait la paix. Bon, c'est évidemment tous les rapports qui existent entre les femmes, par exemple, qu'il représente ici. C'est deux femmes athéniennes en détresse. Je vous laisse imaginer la suite. Il y a une autre série aussi de dessins dans le même esprit, scandaleuse, qui a été réalisée à partir de la 6e satire de Juvénal, qui est une attaque misogyne contre la morale, les habitudes sexuelles des femmes de la Rome antique, où Messaline, par exemple, est mise en avant. On la retrouve ici. C'est Messaline et son compagnon. Vous voyez que Messaline a quand même beaucoup d'importance. Donc c'est toujours cet humour irrévérencieux de Beardsley, et c'est aussi cette fascination qu'il a pour une certaine représentation de la sexualité. Encore une fois, il a dû être encouragé par Smithers, et
et finalement, Beardsley a des doutes sur ces productions-là, de la fin de sa vie. Il va même, sur son lit de mort, il se convertit au catholicisme. Il se convertit au catholicisme et il va demander expressément à Smithers de tout supprimer de ses représentations, ce que Smithers va s'empresser d'ignorer. Donc le résultat, c'est qu'il nous reste ses œuvres. Alors, la question est-ce qu'il faut regretter que ça n'ait pas été supprimé? J'aurais envie de dire, Delphine, ferme tes oreilles, mais est-ce que finalement ces illustrations peuvent donner aux jeunes gens d'aujourd'hui l'envie d'aller fréquenter la littérature de l'Antiquité? La question se pose. On détourne comme ça la question. Alors on arrive vraiment au dernier mois de la vie de Beardsley, qui continue à avancer dans des tas de projets. Beaucoup de choses, les derniers mois, beaucoup de choses qui vont rester inachevées. Il n'a plus l'énergie physique, mais il a toujours une énergie intellectuelle, il a toujours la sûreté du trait de dessin. Enfin, toutes les capacités sont là, et il n'en peut plus. Il a eu un gros épisode pulmonaire dont il ne se remet pas d'ailleurs, et il va essayer, sur les conseils de médecins, il va essayer d'aller dans des villes différentes où l'air est, semble-t-il, meilleur qu'ailleurs, et c'est comme ça qu'il termine sa vie à Menton. Donc il est en pleine ascension et il a 25 ans. Et ce que je vous ai montré, c'est certainement un 50e ou un 100e, et encore, que dis-je, non, certainement beaucoup moins, de ce qu'il a pu produire, parce que, effectivement, on l'avait dit dès le départ, c'est une météore dans le profil, dans ce paysage de la fin du 19e siècle. Donc un artiste qui a marqué cette décennie, mais qui a marqué au-delà de cette décennie. Après Beardsley, il y a des jeunes gens qui ont essayé de faire du Beardsley, mais qui n'avaient pas soit l'imagination, soit la technicité, et disons le talent de Beardsley. Donc ça n'a jamais rien donné. Et puis finalement, on peut dire, si vous voulez, que 1898, cette mort de Beardsley, ça correspond vraiment à la fin d'une époque aussi. Et ce qui va se passer, alors c'est assez bizarre, il y a une résurgence en 1920 chez les jeunes japonais des images de Beardsley. C'est ce retour aux sources qui est intéressant, et malheureusement je ne suis pas arrivée à vous trouver d'illustration. Par contre, une chose est sûre, c'est que en 1966, le Victorian and Albert Museum de Londres va faire une exposition hommage à Beardsley. Et là, c'est une traînée de poudre. Tous les jeunes gens vont s'emparer de l'œuvre de Beardsley. Ils vont redécouvrir, en fait, dans ces idées, des idées qui correspondent à leurs propres idées, eux qui sont aussi dans l'anti-establishment. C'est toujours le même principe. Et on va retrouver dans les affiches, dans les pubs, dans le design, sur les pochettes de disques, ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Là, c'est le Dreams. Je ne sais plus, enfin il y a d'autres groupes célèbres qui ont emprunté à l'esthétique de Beardsley. Là vous voyez que c'est quand même tiré directement de son œuvre. Vous avez des magazines underground aussi des années 60-70, et ça continue en fait, l'intérêt pour Beardsley n'a pas cessé depuis, et on va retrouver cet art encore aujourd'hui dans un art assez inattendu qui est l'art du tatouage. Et ce qui aurait certainement beaucoup plu d'ailleurs à Beardsley. Regardez le Salomé qui est illustré ici, qui est représenté ici, c'est absolument incroyable sur ce dos. Donc finalement, Beardsley n'était pas connu tellement en France, mais vous voyez qu'en Angleterre, il a continué de perdurer, et aujourd'hui encore certainement, il a une image importante auprès des jeunes, et toujours auprès des jeunes pour cette insolence, mais qui est associée à une telle qualité d'expression
on peut aisément le comprendre. Voilà, on a fait le tour.